Donc, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais parler du reclassement en détail. Bon, c'est quoi le reclassement? Le reclassement, c'est une procédure qui a été initiée en 2019 en France pour permettre aux médecins étrangers ou aux étudiants en cours de leur cursus médical dans un pays hors de l'Union européenne de venir continuer leurs études de médecine en France. Donc, les étudiants étrangers et les médecins étrangers peuvent intégrer les études de médecine de la deuxième à la cinquième année, voire à la sixième année d'études. Et pour l'instant, c'est le seul moyen pour pouvoir se spécialiser en France, si vous le souhaitez, ou alors obtenir un diplôme de fin d'études du second cycle. Donc j'ai reçu beaucoup de questions à ce sujet. Comment le faire concrètement, puisque c'est une procédure nouvelle. Je vais essayer dans cette vidéo qui sera un tout petit peu longue, de détailler, de vous dire toutes les étapes, quelles sont les procédures, quelles sont les universités qui ont déjà ouvert la procédure pour cette année, et quels sont les délais. Donc comment se déroule concrètement la procédure, vous aurez tous les détails à la fin de cette vidéo. Donc je tiens aussi à dire que je fais cette vidéo déjà parce que j'ai reçu beaucoup de questions à ce sujet, mais aussi parce que je ne peux pas répondre individuellement à toutes les questions qui sont laissées sur la chaîne ou en privé ou sur d'autres plateformes sociales. Donc je m'excuse vraiment auprès de toute la communauté, de tous ceux qui ont pris à la peine le souci de laisser leurs questions. Je vais répondre individuellement, juste que ça va prendre un tout petit peu de temps, puisque vous savez très bien, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, j'ai été reclassé en sixième année et là, il faut préparer le CN dans 6 mois. Donc, vous comprenez que le temps est un tout petit peu court. Je suis un peu en défaut de temps, mais je vais répondre à toutes les questions qui m'ont été posées, que vous m'avez posées dans la communauté. Un autre élément très important, c'est que pour répondre rapidement à vos questions, il y a une proposition qui a été faite par un membre dans la communauté. J'espère qu'il verra cette vidéo d'ailleurs. Donc, la proposition, c'est quoi? C'est que lorsque je publie une vidéo, lorsque je vais publier une vidéo à partir d'aujourd'hui, dès que je publie une vidéo, si vous laissez un commentaire dans l'heure qui suit, je vais répondre directement à votre question. C'est une façon d'interagir le plus rapidement possible si vous avez une question pressante. Donc, si vous laissez votre commentaire juste en dessous de la vidéo publiée, vous aurez une réponse immédiate, quasi instantanément, à votre question. Donc, pour recevoir directement cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Donc, c'est en cliquant sur cette cloche de notification que vous aurez directement accès à la vidéo, que la vidéo vous parviendra directement lorsqu'elle sera publiée dans vos notifications et vous serez donc l'un des premiers à laisser dans l'heure qui suit la publication votre commentaire pour que la réponse soit donnée le plus rapidement possible. Donc là, je vais passer au reclassement. On va passer dans le vif du sujet, ce qui nous tient aujourd'hui, c'est-à-dire le reclassement au second cycle. Donc, comment ça se passe? À la fin de cette vidéo, voici ce que vous aurez. On parlera déjà des conditions d'admission, du délai dans toutes les universités qui ont ouvert le dispositif cette année. Bien évidemment, on parlera de la procédure spécifique à l'université de Paris-Cité, celle dans laquelle j'ai postulé pour le reclassement il y a 1 an. Et c'est là la procédure que je maîtrise le mieux et c'est celle dont je prendrai en exemple pour vous parler en détail du processus. Donc, je parlerai également de l'examen de reclassement que vous faites après avoir réussi la procédure. Donc, ça, c'est l'examen que vous faites pour être dispensé de certaines années, de certaines matières que vous avez déjà fait dans votre pays d'origine. Donc, ensuite, on parlera bien évidemment comment bien préparer son dossier. On parlera des facultés qui offrent les meilleures chances. Et bien évidemment, la question qui fâche, quelles sont les bourses? Est-ce qu'il y a une rémunération pour les étudiants en médecine? On en parlera. Et bien évidemment, peut-on se spécialiser avec cette procédure? Il y a aussi une question qui revient un peu plus souvent. Peut-on s'inscrire en même temps en PASS, c'est-à-dire en première année accès santé, en licence accès santé, et refaire la procédure et faire simultanément la procédure de passerelle? Donc on en reparlera également. Et bien évidemment, quelles sont les conditions de langue? Puisque vous venez dans un système francophone, il faut donc bien avoir les conditions de langue. Donc la voie du reclassement est ouverte depuis 2019. Et ça, c'est l'arrêté, l'arrêté du 13 décembre 2019 qui a lancé cette procédure. Et comme vous le voyez, c'est une voie qui est ouverte aux personnes qui sont titulaires d'un diplôme de santé validé dans un État autre qu'un État membre de l'Union européenne. Et bien évidemment, l'arrêté, c'est l'arrêté de référence. Donc, si vous voulez voir les détails, si vous voulez avoir accès aux détails, la référence sur cette procédure, il faut bien se référer à cet article que vous pouvez trouver rapidement partout sur Internet et particulièrement sur le site Légifrance. Et qu'est-ce qu'il dit spécifiquement sur les conditions d'admission?
L'article précise bien que les universités ont la responsabilité d'organiser le reclassement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les universités peuvent organiser différemment le reclassement. Le reclassement à l'université Paris-Saclay ne sera pas le même qu'à l'université de Marseille, à l'université de Bordeaux, et ainsi de suite. Donc, il faut bien se référer à une université, l'université que vous aurez choisie pour faire le reclassement. Il faudra regarder la procédure spécifique à cette université pour pouvoir postuler. Donc, l'exemple que je vais prendre dans cette vidéo, qui est l'exemple de l'université Paris-Cité, est spécifique au reclassement à l'université de Paris-Cité. C'est vrai qu'il y a toujours des points communs entre le reclassement des autres de toutes les universités, mais il y a des spécificités qu'il faut bien connaître pour pouvoir améliorer votre dossier. Donc, quels sont les points communs à toutes les procédures? C'est ce que l'arrêté spécifie, et l'arrêté dit bien qu'il faut que vous ayez déjà en votre possession, pour faire acte de candidature, un descriptif du parcours de formation. Donc, vous devez avoir non seulement vos relevés de notes et les enseignements suivis, mais surtout les descriptifs. Donc, un descriptif qui va donner les détails, qui va dire quelles sont les matières que vous avez fait. Je prends un exemple. Sur votre relevé de notes, il peut bien être écrit anatomie, histologie, pharmacologie. Mais quels sont les chapitres que vous avez fait dans toutes ces matières? Donc, par exemple, en pharmacologie, quelles sont les matières que vous avez fait? Quels étaient les objectifs? Quel était le volume horaire? Et ainsi de suite. C'est ça le descriptif de formation. Et dans votre faculté, généralement, il y a un descriptif de formation qui permet aux enseignants, aux professeurs, aux docteurs, aux chargés de cours en tout cas, de vous dispenser les cours. Et c'est ce descriptif qui est important pour que le jury puisse évaluer, apprécier les compétences que vous avez acquises pendant votre parcours de formation médicale. Donc, c'est très important ce document. C'est un document qui est souvent assez discriminatoire puisque beaucoup de gens ne soumettent pas ce document. Pourtant, c'est un document qui est important pour que le jury apprécie l'information que vous avez faite. C'est très différent le cursus médical en fonction des pays. Donc, si vous partez au Sénégal, au Cameroun, au Maroc, en Algérie, les procédures, les écoles de médecine ont des cursus de formation très différents. Donc, le descriptif de formation est un document assez important, c'est même très important, pour permettre au jury d'apprécier votre formation. Donc, deuxième élément, bien évidemment, il faut le nom de l'établissement où vous avez effectué votre cursus médical. C'est juste pour référence, mais c'est également très important. Pourquoi? Parce qu'il y a une référence des écoles de médecine reconnues dans le monde. Je prends un exemple très simple. Si vous êtes par exemple en médecine au Maroc dans une université privée qui n'est pas reconnue sur le plan international, c'est difficile que via cette procédure, vous serez reconnu, votre diplôme de reclassement ou alors votre admission en reclassement soit reconnue. Donc c'est important également que votre nom, le nom de l'établissement apparaisse bien sur vos documents, sur l'ensemble de vos documents. Il faudra également une copie certifiée conforme de la traduction officielle des titres si vous êtes déjà médecin et des relevés de notes. Donc, pour la simple raison que vous venez d'un système francophone, si vos diplômes ne sont pas en français, il faudra prendre la peine, il faudra trouver un moyen pour pouvoir les traduire le plus rapidement possible. Donc, autre chose, il y a deux attestations que vous allez déposer. Il y a une première attestation qui indique le nombre de candidatures antérieures déposées dans une université française. Ici, en fait, c'est pour savoir si vous avez déjà épuisé vos deux chances en PACES, en première année d'études de santé, ou alors en PASS, ou en licence accès santé. Donc, l'idée ici, c'est de savoir si vous avez déjà épuisé ces deux chances-là. Et normalement, si vous avez déjà épuisé ces deux chances, votre dossier ne sera pas considéré. Il faut également préciser que pour cette procédure de reclassement, vous avez deux chances uniquement. Donc, si vous n'avez jamais candidaté pour une première année en accès santé en France, donc pour être médecin, pour être dentiste, pour être pharmacien ou pour être sage-femme ou sage-homme, dans ce cas, vous avez deux chances. Mais si vous avez déjà candidaté une fois à cette première année d'études de santé, vous n'avez plus qu'une chance. Et si vous avez candidaté deux fois déjà, vous n'avez plus d'options. Et vous avez épuisé vos chances de postuler. Il faut le savoir. Donc, il y a une autre attestation que vous allez déposer également, qui est une attestation sur l'honneur indiquant que vous n'avez déposé votre dossier de reclassement que dans une seule université. Ça, c'est aussi très important. Donc, vous ne pouvez pas soumettre la même année un dossier de reclassement dans deux universités en France. C'est pas possible. Et si vous le faites et que plus tard, même si vous êtes admis et que plus tard, c'est observé, c'est prouvé que vous aviez déposé au moment de candidature dans deux universités différentes, la décision d'admission peut être annulée. Donc, il faut bien faire attention de soumettre votre dossier dans une seule faculté. C'est pour ça qu'il est très important déjà d'identifier la faculté dans laquelle vous voulez postuler et de regarder les conditions particulières pour cette faculté et adapter votre dossier pour cette faculté avant de postuler. Donc, c'est très important de faire le choix parce que vous ne pouvez pas postuler dans toutes les universités.
Ça, c'est très important à savoir. Donc, une fois que cela est dit, quelles sont les universités qui ont déjà lancé le reclassement cette année? La première université, c'est l'université de Bordeaux. Dans l'université de Bordeaux, si vous partez sur le site de l'université de Bordeaux, vous pouvez bien voir qu'il y a la section accès direct aux épreuves de maïeutique, de médecine, d'odontologie et de pharmacie. Donc, c'est pour cet accès direct qu'il faudra candidater. Donc là, bien évidemment, vous pouvez voir que c'est pour les titulaires d'un diplôme acquis hors de l'Union européenne. Donc, vous allez candidater pour l'Université de Bordeaux. Ils ont une plateforme. L'Université de Bordeaux a une plateforme qui s'appelle ApoPlus, quelque chose comme ça, qui va vous permettre de tout faire sur la plateforme. Donc, vous n'avez pas besoin de passer par Campus France. La plateforme de l'Université de Bordeaux vous permet de remplir complètement, de terminer votre candidature sur la plateforme. Une deuxième université qui a déjà ouvert cette année, c'est l'Université de Montpellier. Dans la faculté de Montpellier-Nîmes, elle a également ouvert le dossier de candidature pour le reclassement. Vous pouvez bien voir là que c'est pour les personnes titulaires d'un diplôme de médecine, de maïeutique, d'odontologie et de pharmacie qui est déjà validé dans un autre pays autre que l'Union, qui est non membre de l'Union européenne. Donc, ils ont également précisé pour la rentrée 2023-2024 le nombre de places qu'ils prendront. Donc là, par exemple, en médecine, il y aura 7 places. En odontologie, donc en chirurgie dentaire, 2 places. En pharmacie, 1 place. Et en maïeutique, sage-femme, sage-homme, 1 place. Donc, c'est également important de savoir quelles sont les places, quel est votre pourcentage estimé de réussite à ce reclassement. Et bien évidemment, c'est important pour vous pour choisir quelle université sera la meilleure. Donc là, l'université de Montpellier a donné le nombre de places, mais toutes les universités ne le font pas. C'est quasiment la seule université que je connais qui a donné le nombre de places qu'ils prendront officiellement. Par contre, vous pouvez écrire, par exemple, au secrétariat de l'université de Bordeaux ou de l'université de Lille pour savoir quel est le nombre de places pour chaque filière qui sera ouvert, qui sera disponible cette année pour le reclassement. Donc, si vous regardez par exemple les délais à l'université de Montpellier, vous avez le délai le 31 janvier 2023. C'est déjà ouvert d'ailleurs depuis le 1er décembre 2022 jusqu'au 31 janvier 2023. Bien évidemment, il y aura la publication des résultats au courant du mois de mai. Ensuite, il y aura la phase des oraux en juin. Et ensuite, il y aura l'inscription en deuxième année en juillet. Et la vérification de connaissances, l'examen dont je vous parlais au début, qui est l'examen qui vous permettra d'avoir la dispense. Donc, si vous dites par exemple que vous voulez aller en 5e année directement, il faudra bien qu'on évalue vos connaissances pour voir si vous avez des connaissances suffisantes pour pouvoir avoir accès à cette année, en 5e année. Donc, c'est cet examen qui sera fait après avoir déjà été admis. Donc, après la publication des résultats, après les oraux, après l'inscription en deuxième année, vous allez valider, vous allez vérifier, composer cet examen de vérification de connaissances qui vous permettra d'avoir la dispense. Donc, c'est après cet examen de vérification de connaissances que vous aurez la dispense. Et la dispense, bien évidemment, précisera le nombre d'années que vous allez sauter. Donc, si vous voulez, par exemple, être admis en 5e ou en 6e année, le directeur de l'établissement, donc le doyen de la faculté, peut décider que non, après l'examen, vous avez le niveau de 4e année et vous serez admis en 4e année, ainsi de suite. Donc, une autre faculté qui a ouvert le reclassement depuis le début, donc c'est-à-dire depuis 2019, chaque année, la faculté de l'université de Paris-Saclay, elle ouvre ce reclassement. À l'université de Paris-Saclay, malheureusement, il n'y a pas la section de chirurgie dentaire, il y a uniquement les sections de médecine et de pharmacie. Donc, vous pouvez aller sur le site de l'université Paris-Saclay et vous allez bien voir qu'il y a l'admission uniquement pour la médecine et la pharmacie. Donc là, j'ai pris un exemple sur 3 facultés de médecine, mais plusieurs autres facultés sont disponibles. Donc, il faut fréquemment se mettre à jour sur le site internet de plusieurs facultés de médecine, de la faculté en tout cas qui vous intéresse le plus, et vous serez à jour lorsque au moins la candidature, l'acte de candidature sera publié. Donc, soyez juste attentifs en restant informé, en consultant fréquemment les sites des universités qui vous intéressent. Et bien évidemment, je dois préciser que toutes les universités qui ont lancé le reclassement une année n'ont pas l'obligation de le lancer dans l'année qui suit. Donc, si je prends l'exemple de l'université de Marseille, qui a lancé la procédure du reclassement en 2019 et en 2020, on voit bien que l'année 2022-2023, c'est-à-dire cette année, ils n'ont pas lancé le concours de reclassement.
Donc, le concours de reclassement n'est pas mis en place pour l'année 2022-2023. Donc, cette année, ça ne sert à rien de regarder sur le site de l'Université de Marseille. Ils ne vont pas lancer cette année. Par contre, les années précédentes, ils ont lancé. Et l'année d'après, c'est-à-dire 2023-2024, personne ne sait s'ils vont relancer à nouveau. Donc, soyez juste attentifs aux différentes facultés qui vous intéressent. Donc, en vous connectant sur le site internet, bien évidemment, lorsqu'une faculté lancera le reclassement, je vais publier, je vais laisser un message sur ma page Facebook. Donc, j'ai également une page Facebook que vous pouvez suivre pour pouvoir avoir accès à ces informations le moment venu. Parce que dès qu'il y a une faculté ou alors dès qu'il y a une opportunité, l'idée c'est de publier directement sur la page Facebook pour que tout le monde ait accès. Donc pour que la majorité de personnes, tous ceux en tout cas qui veulent postuler, qu'ils aient accès à l'information. Donc, deux choses à savoir avant qu'on ne passe à l'exemple spécifique pour l'Université de Paris. Deux choses à savoir, c'est que la candidature se fait dans une seule faculté de médecine. Donc ça, j'ai déjà précisé, la candidature se fait dans une seule faculté de médecine en France par an. Et vous n'avez que 2 tentatives au plus. Donc, pendant tout votre cursus de médecine, si vous êtes étudiant en médecine à l'étranger, ou alors si vous êtes déjà diplômé, vous n'avez que 2 années de tentative. Donc, vous ne pouvez pas tenter pendant plus de 3 fois. Donc, vous ne pouvez pas tenter plus de 3 fois. Donc, allons maintenant sur la procédure de l'Université de Paris-Cité. Pour vous donner un exemple de comment est-ce que la procédure de reclassement se fait. Donc, l'Université de Paris-Cité avait en 2021, ça c'est la procédure pour 2021-2022. Donc, l'Université de Paris-Cité avait 16 places. Parmi les 16 places, il y avait 10 places pour l'admission directe en médecine, 3 places pour l'admission en pharmacie, 2 pour l'admission en chirurgie dentaire et 1 en maïeutique. Donc, la première étape, c'était de soumettre tous les dossiers avant le 15 décembre de l'année en question, c'est-à-dire de 2021. Donc, avant le 15 décembre 2021, tous les dossiers étaient soumis à l'école via une procédure qu'on appelle la procédure DAP. Donc, ensuite, il y a un jury qui se constitue, un jury qui attribue une note sur 20. Donc, et c'est cette note sur 20 qui est utilisée pour faire un classement. Donc, classement, première, meilleure note, deuxième, troisième, ainsi de suite. Et les 27 premiers candidats sont choisis comme étant les premiers, les meilleurs candidats et candidats admissibles pour pouvoir passer les oraux. Donc ça, c'est la première étape. Donc les 27 meilleurs candidats sont choisis, sont pris pour pouvoir passer à la deuxième étape, c'est-à-dire faire les oraux. Donc cet oral, c'est un oral qui est effectué bien évidemment devant un jury, mais a la particularité de ne pas être comme les entretiens d'embauche ou les entretiens de motivation. Donc je vais vous donner en détail quelles sont les questions qui peuvent être posées à l'oral ou alors à quoi peut ressembler un sujet à l'oral. Donc c'est un sujet particulier qui peut être de santé qui vous est donné. Vous devez raisonner de manière critique, vous devez raisonner, argumenter en tout cas avec une thèse, une antithèse, une synthèse. C'est un peu à ça que ressemble l'oral. Il y a même une analyse. Donc il y a même une analyse de figure que vous devez faire à l'oral. Donc ça c'est important et je vais vous donner un petit peu le détail de comment se déroule l'oral. Donc je vais vous donner un petit peu un aperçu de comment se déroule l'oral un peu plus tard dans la vidéo. Donc tous les 27 candidats qui ont été pris en 2021 sont passés devant cet oral, devant ce jury pour cet oral. Et là il y a une deuxième note qui a été attribuée. Et cette deuxième note, c'est la note bien évidemment de l'oral. Et bien évidemment, les autres candidats qui n'ont pas été sélectionnés ne participent pas à l'oral. Donc ensuite, il y a la troisième étape qui est l'admission définitive. Donc pour pouvoir être déclaré admis pour cette procédure de reclassement, la note de dossier qui avait été donnée à l'étape 1, elle compte pour un coefficient de 1. Alors que la note de l'oral compte pour un coefficient de 2. Donc c'est important de comprendre ici que l'oral a un coefficient plus élevé que la note de dossier. Donc à l'oral, il faudra bien maximiser vos points si vous êtes en tout cas admissible pour l'oral. Donc après, bien évidemment, les 16 meilleures notes sont choisies et sont déclarées admis au reclassement. Et c'est très important de comprendre que le reclassement ici se fait en deuxième année. C'est dans un deuxième temps, c'est dans un second temps que vous demandez la dispense de vos années d'études. Donc si vous voulez aller directement en sixième année, vous allez demander à ce que la troisième, la quatrième, la cinquième année soient supprimées de votre cursus. Donc si on regarde encore la procédure qui a été détaillée sur le site de l'Université de Montpellier, on voit bien que l'inscription après les oraux se fait en deuxième année. Et c'est dans un second temps que vous faites la vérification des connaissances pour pouvoir avoir droit à la dispense d'études. Donc,
il faut bien comprendre ici que vous êtes admis en deuxième année après le reclassement et vous demandez une dispense. Et pour valider cette dispense, il y aura un examen de vérification de connaissances qui sera fait. Donc, la quatrième étape, c'est donc cet examen écrit ou oral de dispense d'études. Et vous le faites généralement en septembre. Donc, l'étude de dossier pour l'Université de Paris, par exemple, c'est en décembre. Ensuite, vous avez l'oral en juin. Vous avez l'admission définitive en juillet de l'année en question. Et vous avez l'examen écrit en septembre. Donc, en réalité, vous avez à peu près 3 mois pour vous préparer. Donc, 3 mois pour vous préparer pour cet examen de dispense qui, en réalité, dépend du nombre d'années que vous aurez demandé. Donc, des particularités sur cet examen qu'il faut également connaître. Par exemple, pour ceux qui demandent une admission en 6e ou en 5e année, c'est-à-dire à la fin du second cycle, il faut bien savoir que toutes les matières du second cycle feront partie de l'examen. Dans l'année dernière, par exemple, c'est-à-dire en 2021 à l'Université de Paris, il nous a été donné 14 dossiers. Donc, sur les 14 dossiers, donc chaque dossier correspondait à une matière. Donc, un dossier des cliniques en cardiologie, un dossier des cliniques en neurologie, un dossier en pneumologie, un dossier en gynécologie obstétrique, un dossier en pédiatrie, et ainsi de suite. Dans un dossier, il y avait 14 dossiers et un dossier sur chaque matière. Donc, il faut bien se préparer et vous avez 3 mois, si vous validez les oraux en tout cas, vous avez 3 mois pour vous préparer pour cet examen. Donc, comment préparer votre dossier? Le barème de notation n'est pas connu. Ça, c'est très important à savoir aussi. Parce que vous soumettez un dossier, il n'y a pas de barème de notation. C'est-à-dire, vous avez 18 de moyenne de la première à la 5e année. On ne sait pas si votre note de dossier sera 18, ce sera 17, ce sera 16. On ne sait pas. Donc, il y a plusieurs éléments qui entrent en considération. Il y a par exemple le nombre d'années d'études que vous avez fait pour pouvoir valider. Celui qui a fait son premier cycle en 5 ans et celui qui a fait son premier cycle en 3 ans, ils n'auront pas la même note de dossier. Celui qui a fait un master 2 en recherche ou une thèse ou un doctorat en recherche, il n'aura pas la même valeur ou alors la même note de dossier, que celui qui n'a pas du tout fait un cursus extra-médical, par exemple. Donc, soumettez tous les éléments qui peuvent permettre au jury de mieux apprécier votre cursus. Donc, ça, c'est vraiment fondamental. Et c'est mentionné littéralement dans l'arrêté de loi qui initie le concours. Soumettre tout dossier qui permet au jury d'apprécier au mieux votre formation que vous avez fait. Donc ensuite, un dossier complet et bien détaillé sera bien évidemment avantageux pour vous. Parce que le jury n'aura pas à chercher personnellement les informations supplémentaires ou voire même vous appeler pour avoir des informations supplémentaires. Donc le mieux, c'est d'avoir déjà un dossier complet et bien détaillé. Et bien évidemment, comme j'ai dit au départ, il faut le descriptif des enseignements. C'est pas obligatoire, mais c'est très important de l'avoir parce que les cursus médicaux sont très différents d'un pays à l'autre. Donc, pour avoir ce que vous avez fait, pour comprendre la densité de ce que vous avez fait, pour montrer au jury en tout cas la densité de ce que vous avez fait, c'est très important d'avoir ce descriptif de formation. Et bien sûr, vous le savez très bien, les bonnes notes, vous devez avoir des bonnes notes pour avoir une bonne note de dossier. Donc, le niveau de langue est aussi important, surtout pour l'oral, parce que l'oral, on suppose que vous maîtrisez le français. L'oral, ce sera devant un jury qui fera un entretien en français. Donc, si vous devez soumettre votre dossier de reclassement, sachez qu'il y a des universités qui exigent déjà un niveau de langue. Il y a des universités qui exigent même un examen particulier de langue française que vous devez faire. Mais si vous avez déjà fait un cursus en français, c'est important de maîtriser la langue puisque l'oral sera fait en français. Donc, l'oral est fait en français. Quels sont les objectifs de cet oral? Donc, je vous ai parlé, je vous ai dit que cet oral, c'est pas un oral d'entretien d'embauche ou un oral d'entretien de motivation. Non. C'est un oral très spécifique. Ce sont des questions, c'est pour tester votre aptitude à réfléchir de manière critique. Donc, si je reprends par exemple les objectifs de l'oral, donc ça, c'est les objectifs des oraux dans les facultés de médecine française, particulièrement pour l'université de Paris-Cité. Donc, les objectifs sont bien détaillés. Là, il faut être capable d'analyser rapidement les informations de nature diverse, de pouvoir s'exprimer de façon claire et argumentée, donc en gros une thèse, une antithèse et une synthèse pour un sujet spécifique. Donc il faudra également pouvoir se montrer à l'écoute et répondre de façon appropriée et bien évidemment, comme pour tout entretien, maîtriser son stress et gérer ses émotions. Donc si je prends par exemple les deux cas, parce qu'il y aura en fait 2 oraux, il y aura un premier oral devant un jury qui va analyser, qui vous permettra d'analyser une situation particulière et un deuxième oral qui vous permettra d'analyser une figure. Donc la question, l'objectif pendant le deuxième oral sera d'analyser une figure. Donc si je prends l'analyse de situation,
Donc, voici par exemple un sujet qui vous sera donné et la question qui vous sera posée. Donc, le sujet, c'est quoi? Dans le sujet, par exemple, dit le développement de la technologie au cours des dernières décennies a permis la mise en place sur le marché des tablettes. Elles sont pour la plupart du temps utilisées pour les moments de détente, les films, les séries, les jeux, mais aussi les étudiants ou les travailleurs pour leur aider dans leur job et les études. Donc, elles font donc partie de notre vie quotidienne. Afin de toucher au plus grand public et les rendre encore plus attractives, une nouvelle fonctionnalité est apparue, les applications éducatives pour les 3 à 6 ans. Cela permet un apprentissage personnel, accès aux cours plus facilement et gratuit pour la plupart du temps. Néanmoins, il est possible de se questionner sur leur utilité ainsi que sur les possibles effets néfastes. Qu'en pensez-vous? Donc l'idée ici, c'est de dire quoi? Les tablettes ont un avantage, celui d'être capable d'abriter les applications, de contenir les applications éducatives. Donc vous pouvez très bien utiliser votre tablette pour pouvoir dessiner des courbes, des fonctions mathématiques, pour pouvoir visionner des vidéos éducatives, ainsi de suite. Et vous pouvez aussi utiliser votre tablette pour la détente. Donc l'idée ici, c'est de dire quels sont les avantages, quels sont les inconvénients de la tablette, de l'utilisation de la tablette à grande échelle, surtout pour les enfants de 3 à 6 ans. Donc ça, vous allez argumenter. Et je vous donne également un deuxième exemple, qui est un exemple de figure, un exemple d'analyse de figure cette fois. On vous donne par exemple cette figure et on vous dit d'analyser. Donc vous voyez là qu'en abscisse, vous avez les âges de 15 à 24 ans, les tranches d'âge de 15 à 24 ans, 25 à 34 ans, 55 à 74 et plus de 75 ans. Et vous avez là la durée d'activité. Donc là aussi, il faudra pouvoir interpréter ce qui est en abscisse en fonction de ce qui est en ordonnée, et ainsi de suite, et pouvoir tirer une conclusion. Donc, quelle analyse faites-vous de cette figure? Que pensez-vous de ces données? Donc, c'est à vous de trouver des arguments, de décrire d'abord la figure, de trouver les arguments pour, les arguments contre, et de faire une petite synthèse à la fin. L'idée ici, c'est de voir si vous pouvez analyser une situation, analyser une figure de manière assez critique. Donc ensuite, quelles sont les conditions de langue? Donc on va terminer par là. Quelles sont les conditions de langue? Donc chaque faculté a ses conditions de langue et il y aura une précision dans la composition du dossier. Quel est le niveau de langue qu'il faut? Quel est l'examen qu'il faut prendre? Donc là par exemple, la majorité, je voulais ici juste préciser que pour ceux qui font la procédure de DAP, le test de langue à faire, ce sera le test TCF et il y a des gens qui sont dispensés de ce test. Donc si par exemple vous avez fait vos études ou vous vivez dans un état où le français est la langue officielle, vous avez fait vos études secondaires en français, il y a plusieurs autres conditions, vous pouvez lire en détail, vous pouvez être dispensé de l'examen de langue. Donc, la plupart de ceux qui vivent dans les pays francophones seront dispensés des études des conditions de langue. Donc il ne faudra pas faire un test de français. Donc ensuite, d'autres questions qui m'ont été posées, c'est quelles sont les facultés qui offrent les meilleures chances? Honnêtement, c'est quasiment impossible de dire quelles sont les facultés qui offrent les meilleures chances. Pourquoi? La simple raison que c'est la 3e année que le concours est lancé, 2019, 2021. 2019 déjà, il n'y a pas eu, le concours a été officialisé, mais il n'y a pas eu une faculté qui a lancé en 2019. Le temps était juste trop court pour pouvoir lancer autour de juin 2019 pour pouvoir recruter les étudiants en septembre. Donc la première vague a été recrutée en 2020. Puis 2021. Donc il n'y a que 2 années, 2 promotions qui ont été recrutées par cette voie. Donc c'est assez difficile de dire quelles sont les facultés qui offrent les meilleures chances et quelles sont celles qui n'offrent pas les meilleures. Par contre, d'ici 5 ou 10 ans, on aura suffisamment de données pour pouvoir dire quelles sont les meilleures et quelles ne sont pas les meilleures. Ce qui est certain, c'est que les universités dans les grandes métropoles, les facultés de médecine dans les grandes métropoles reçoivent énormément de candidatures. Donc juste pour vous donner une idée par exemple, il y a des secrétariats, il y a des universités de Paris, Sorbonne, des universités de Paris-Saclay, de Marseille, de Bordeaux, qui ont reçu énormément de candidatures l'année dernière, au point que, donc juste en écrivant au secrétariat, vous aviez une réponse automatique qui vous disait il y a beaucoup de messages qui nous parviennent, nous prendrons du temps pour vous répondre. Donc juste en recevant un message automatique, par exemple, d'un secrétariat, vous pouvez savoir si les candidatures affluent dans cette faculté ou pas. Mais la réalité, c'est que les grandes métropoles sont souvent les sièges de plusieurs candidatures. Bien évidemment, chaque dossier est particulier. Il faudra pouvoir analyser personnellement votre dossier. Si vous êtes confiant de votre dossier, il faut l'envoyer partout où vous voulez. C'est en fonction de c'est vous qui choisissez l'université dans laquelle vous postulez. Donc, il faudra bien évaluer vos chances. Il faudra bien évaluer votre capacité à être admis dans cette université en question avant de postuler. Donc, autre question, c'est peut-on s'inscrire en passe
ou en LAS, c'est-à-dire en première année de santé, ou alors en licence accès santé, c'est-à-dire la première année après le bac en France, et en même temps faire le reclassement? La réponse, c'est oui et non. Oui, pourquoi? Parce que vous pouvez vous inscrire en PASS. Il n'y a pas d'interdiction pour un étudiant étranger ou un médecin étranger de s'inscrire en PASS. Ça, c'est possible. Mais est-ce que vous pouvez utiliser cette voie pour demander le reclassement? La réponse est non. Parce que c'est bien mentionné, même sur le site de l'Université de Paris-Cité, que suivre la formation en PASS ne permet pas de tenir compte du parcours antérieur du candidat et il n'y aura pas de dispense d'année d'études. Donc, vous n'allez pas avoir droit à la dispense si vous êtes inscrit en année de PASS, dans un parcours accès spécifique santé. Donc, il faut bien tenir compte de ça parce que précédemment, c'était possible de s'inscrire en PASSES et de venir être reclassé plus tard en 5e, en 6e année, en tout cas au second cycle. Mais depuis 2019 que cette nouvelle procédure de reclassement a été ouverte, il n'est plus possible de passer par la PASSES, par la PASS ou par la LAS et de revenir demander la dispense d'études. Il faut bien être conscient de ça. Donc, autre préoccupation, y a-t-il des bourses? Y a-t-il une rémunération? La réponse, c'est non. En tout cas, dans le monde francophone, je ne connais pas de bourse pour les études de médecine. La réalité, c'est qu'au second cycle, vous percevez une maigre rémunération qui va aller de 200 à 300 euros par mois. Donc ça, c'est ce que vous percevrez par mois, mais ça ne peut pas vous permettre de vivre. Ça ne peut pas vous permettre de payer un loyer dans une grande métropole ou alors de payer vos transports, de vivre, de vous alimenter tout court. Donc, vous devez trouver une source de financement extérieure, donc qui n'est pas une bourse. Donc, il faudra bien vous préparer aussi financièrement si vous voulez faire cette procédure. Donc, surtout si vous êtes reclassé par exemple en 3e ou en 4e année, il faudra bien se préparer financièrement avant de pouvoir matérialiser. Donc, en tout cas, si vous êtes admis, il faudra bien trouver un moyen de financer votre séjour. Donc, la dernière question, c'est peut-on se spécialiser avec cette procédure? Bien évidemment, c'est la seule procédure pour l'instant qui vous permet de vous spécialiser. Donc, si vous voulez faire, par exemple, la cardiologie, la pneumologie, la chirurgie cardiaque, peu importe votre spécialité, et que vous voulez la faire en France, pour l'instant, le seul moyen, c'est de faire ce concours de reclassement. Donc, il y avait avant un concours d'internat étranger qui n'a pas été lancé depuis 2019 et on ne pense pas qu'il sera relancé dans les années à venir puisque le site du Centre national de gestion, l'organisme qui lance ce concours, a supprimé de ses fichiers, a supprimé en tout cas de sa plateforme cet examen et on ne pense pas du coup qu'il sera relancé dans les années à venir. Donc, le seul moyen en tout cas pour l'instant de faire la spécialisation, c'est de passer par le reclassement. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de laisser vos commentaires, vos questions en commentaire. N'hésitez pas de cliquer sur j'aime, d'aimer la vidéo et de partager la vidéo. Mais surtout, si vous voulez poser des questions, si vous voulez que je réponde directement à votre question, si vous avez une préoccupation particulière qui vous tient et que vous voulez que je réponde directement, n'hésitez pas de cliquer sur la cloche de notification. Cela vous permettra de recevoir directement ma vidéo lorsque je la publierai, la prochaine vidéo que je publierai. Et une fois cette vidéo publiée, si vous laissez le commentaire dans l'heure qui suit, je serai là pour répondre pendant au moins 1 heure. Donc, bonne chance à vous et bon courage.